Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Bienvenue dans l'émission, bien entendu sur Alliance 92. Franck Ramarson, bonjour. Bonjour Prisca et bonjour à nos auditeurs de ce matin. Oui, alors, début de semaine, beaucoup d'appréhension, beaucoup de déclarations. La vie continue également, mais pour Courrier de Madagascar, Franck Ramarson, comment voit-on les choses ? De toute manière, il y a un coup d'envoi aujourd'hui, c'est la signature du financement, de la convention de financement des élections, c'est-à-dire que le PNUD, l'Union européenne, la Norvège et la Suisse vont donc signer avec le gouvernement malgache, et avec la CINIT plutôt, une convention qui financera donc les futures élections. Et puis pour le fonctionnement aussi du PASEM, du programme d'appui au cycle électoral malgache. C'est donc aujourd'hui. Peut-être que les choses vont se jouer, c'est-à-dire les choses sérieuses, les partis politiques se mobilisent, la vie politique va de plus en plus s'animer, et comme vous avez vu donc, les stratèges politiques affûtent leurs armes. On a vu ça depuis la semaine dernière, que les partisans de Andry Rajoelina se réunissent et mobilisent leurs troupes, face donc à cette contestation quasi généralisée donc de la gestion de cette transition qui finalement va de pis en mal et mal en pis plutôt, et que aujourd'hui la population reste béate par rapport à cette situation. Oui, mais on parle d'élections, on avance alors vers des élections. On avance vers des élections, et ce n'est pas par hasard si donc des leaders politiques comme le leader Fanil préconise le fameux Nini, si la conférence des évêques de Madagascar aussi tire la sonnette d'alarme en disant ça suffit, et qu'il ne faut pas que le pays soit pris en otage par les deux hommes, les deux protagonistes de la crise, Ravaloman et Rajoelina. Bref, un message clair pour dire maintenant on va vers un processus électoral. Il ne faut pas que Rajoelina et Ravaloman perturbent donc, je dirais, la marche vers l'ordre constitutionnel maintenant, c'est-à-dire vers des élections libres et transparentes. C'est-à-dire qu'à travers cette signature, maintenant, c'est sûr, on va vers des élections, mais maintenant, on reste au point de déclenchement par rapport aux propagandes, campagnes, tout ce que l'on veut pour savoir qui sont nos candidats. Espérons donc que ce soit entre les candidats, entre les partis. Donc ce sera donc un match intéressant, puisque il faut le vivre comme ça, que ce ne sera pas un combat fratricide où on va encore mettre ceux qui sont faibles dans les prisons, mais ce sera donc une guerre d'idées, et que les dirigeants de la transition soient conscients qu'il faut un débat de haut niveau pour que la population s'en sorte dans les 10-15 ans, que donc les partis aient ce qu'on appelle une autre vision de la société, un programme qui va satisfaire aux besoins des électeurs. Oui, de ces dernières heures, Franck Ramarson, les évêques aussi ont fait part de leurs appréhensions. Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la conférence des évêques, à 2 reprises, ont fait donc des déclarations fustigeant, je dirais, la gestion de la transition, critiquant la manière dont on mène les choses dans ce pays, ce qui veut dire que la conférence des évêques s'est mise dans le rang aussi de ceux qui veulent un changement en critiquant donc les méthodes désuètes des hommes de la transition. Mais dites, Franck Ramarson, en fin de compte, la conférence des évêques, de cette déclaration, mais pourquoi avoir fait à part de cette déclaration dans la conférence des évêques, mais pas avec le FFKM par exemple ? La conférence des évêques fait partie du FFKM, donc mais ils sont partis tout seuls. Non, mais c'est une pression, parce que là, le FFKM va se réunir cette semaine, donc pour une rencontre décisive, pour une autre médiation, pour peut-être un autre dialogue malgache. C'est une façon de dire que le FFKM va s'aligner sur la conférence des évêques. C'est une stratégie comme une autre pour pouvoir faire forcer les choses. Et ce n'est pas innocent, comme je vous ai dit tout à l'heure, que le camp de Andry Rajoelina affûtent leurs armes, mais notre stratégie multiplie les conférences de presse et déclarations, même si on voit que ça a l'air de ce que j'appellerais du théâtre de vaudeville de la part des partisans de Rajoelina, puisque les argumentations que l'on met sur la table sont tellement enfantins et ne méritent même pas qu'on prête attention. Par exemple, des termes comme quoi, dans le Sud, les Danes ne respectent pas les droits de l'homme. Mais où est-ce que vous avez vu des bandits, se soucier de tout cela? Il faut respecter la loi, puisque c'est une opération de sécurisation, mais on ne tue pas les hommes n'importe comment, parce que ce que la population attend, c'est qu'on
démantèle les réseaux de M. René Nabil, mais qu'on n'invente pas qu'il y a d'autres réseaux, comme les réseaux donc de trafic de cannabis et trafic de zébus brûlés, donc ce sont devenus donc des arguments pour cacher que l'on n'a pas pu attraper M. René Nabil. Dites Franck Ramarsson, mais Madagascar c'est un tout, ce n'est pas deux régions spécifiques, mais jouer dans la cour des grands pour les partis politiques, est-ce que cela peut se faire pour Courrier de Madagascar de ces analyses? Mais le problème, c'est que depuis quelque temps, il n'y a que des petites frappes qui passent à la télé, comme on dit, donc des gens qui n'ont pas assez de culte pour le politique. Ce n'est pas la même chose que leurs aînés, leurs parents. Vous savez, avant, même s'il y a eu des abus de pouvoir, là, je dirais, les joutes, les débats politiques tournaient donc des grands messieurs comme Richard Ndemazat, Mananda Fakutundrine, je dirais, des gens connus, il y a bien entendu Norpera Laratsiraou, tout ça. Maintenant, Didier Ratsir, bien entendu, les gens ne se reconnaissent plus à travers donc ces jeunes recrues de notre génération qui n'ont pas réellement été formés. Mais on parle de nouveau souffle, Franck. Dans un parti. Vous savez, il y a quand même une chose, c'est il y a des poulains dans les partis, non? Est-ce que ces partis-là, ils ont formé leurs cadres? Est-ce qu'il y a une école dans ces partis? Non, il n'y en a pas. Donc tout le monde adhère à un parti sans que le parti ait un programme, je dirais, de formation de leurs élites pour aller vers les élections. Parce que maintenant, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une décadence idéologique. On ne sait même pas si ces partis sont de quelle tendance jusqu'à présent, sauf peut-être des partis comme de centre-gauche, comme le PSD. Mais on ne joue pas toujours Franck Ramarsson de cette manière et c'est au second tour qu'on... Non, de toute manière, on ne peut pas faire un mariage de la carpe et de la lapin. Vous avez jamais vu que le Front National va s'associer avec le Parti Socialiste dans un premier tour. Je dirais donc un parti comme les travaillistes qui va aller avec les libéraux en Angleterre, etc., c'est que ici, cette notion donc de stratégie politique, de formation politique n'existe pas. Donc ça restera toujours un problème pour Franck Ramarsson à travers Courrier de Madagascar? Ça, c'est vraiment un grand problème. Je crains fort que si on n'améliore pas, je dirais, la jeune élite dans leur formation, si on n'améliore pas aujourd'hui, surtout on ne sensibilise pas les partis à, je dirais, former leur cadre. Ça devait être dans le cahier des charges. Par quel? Oui, mais de quelle manière ça pourrait sortir? Mais de toute manière, vous avez toujours des partis qui font leur université d'été, il y a des séances de sensibilisation dans n'importe quel parti. Sinon, ce ne serait pas une partie d'idées. Et c'est pour cela, donc, il y a cette floraison de 350 partis pour une population de 20 millions d'habitants. C'est complètement absurde et ridicule. Oui, donc maintenant, à quoi doit-on s'attendre maintenant? Est-ce que ce sera toujours un grand tapage médiatique par rapport aux activités, ou est-ce que d'un côté, on va toujours entendre ceux qui rouspètent entre guillemets ou qui protestent plus exactement, puisque maintenant les élections, les fonds sont là? Presque là. De toute manière, c'est une gestion au jour le jour des acteurs politiques. Comme il n'y a pas de formation, d'éthique et de compétences sur le plan politique, moi je dirais sincèrement que aujourd'hui, si on ne fait pas attention, cette campagne électorale qui va se jouer à partir de mois de février ou début mars, va être une campagne médiocre. Il ne faut pas non plus, jusqu'à présent aussi, confondre liberté d'expression et campagne électorale. Si les partis politiques sensibilisent la population, les électeurs, pour faire connaître leur programme, il ne faut pas non plus les sanctionner par rapport aux disques qui sont en pré-campagne. Si il y a une distribution de riz par amour et tout ça, ensuite je ne les condamnerai pas. Si ça permet à l'État de subventionner du riz pour la population, on ne va pas dire aussi que c'est de la pré-campagne. Donc ça, c'est une stratégie de l'État pour atténuer l'inflation et qu'il ne faudrait pas non plus mélanger torchons et serviettes. Cela veut dire, Franck, que c'est la loi du plus fort qui peut jouer. Quand je dis plus fort, c'est par rapport aux stratégies, par rapport aux idées, aux innovations apportées, par rapport aux campagnes, pré-campagnes. Il ne faut pas confondre, je dis bien, une stratégie de l'État qui veut subvenir aux besoins de la population pauvre en mettant le varmou, nos stratégies de partis qui va faire la même chose sur leur denier, et c'est là que peut-être qu'il y a un problème, parce que là sur le financement des partis qui dit dès le départ que distribuer des t-shirts dès maintenant, des distributions de riz
Je dis pour les partis. Parce que on confond l'État et le parti DGV. Donc il ne faut pas qu'on aussi que les dirigeants mettent des t-shirts d'un parti pour faire leur politique d'approvisionnement, de ravitaillement de la population. Et puis on verra donc la suite à travers notre émission, Franck. Oui, merci et à la prochaine.